Bonjour Catherine Bréa. Bonjour. Donc vous me disiez que parfois c'est difficile de vous taire, vous aimez bien parler, Oui, parce que dans le documentaire qu'on a vu tout à l'heure, à un moment vous dites quelque chose de très juste, que souvent la pensée vient avec la parole, au fur et à mesure qu'on parle. oui. Comment vous expliquez ça? Parce que on a un cerveau quand même très 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 complexe dans lequel tout s'enfuit. C'est un cerveau d'ordinateur qu'on a. Dans l'ordinateur, ça sort comme ça. Mm. L'ordinateur humain, ça sort encore mieux. Il n'y a pas besoin de taper comme sur Internet. Il faut juste laisser couler. Et la parole, regardez, moi j'écris souvent dans mes films des trucs, les gens trouvent que c'est des tunnels, ça fait 2 pages. Mais là je viens de vous parler 2 pages. Mm. Et c'est rien, c'est normal de parler 2 pages. Et bon, il n'y a pas de. Alors que dans les dialogues qu'on fait, généralement, on fait des toutes petites phrases et on se répond. Mais quand on parle, on fait des phrases très 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 complexes. On prend au début, on n'en connaît pas la fin, comme les phrases sont quand même très interminables. Oui, Eh bien, c'est quand vrai on qu'on ne sait arrive à jamais la comment ça va fin, finir. on a développé une pensée qu'on ne savait pas qu'on avait. Et puis en plus, on l'a développée avec une musique, un rythme, des mots qui sont les bons. Est-ce que c'est aussi la manière dont vous développez vos histoires? Est-ce que vous ne savez pas forcément comment elles vont se finir quand vous les commencez? Jamais. Je commence. Ouais. D'ailleurs, vous aviez, dans le documentaire, la comédienne qui parlait, dont j'ai oublié le nom, Roxane. Roxane, ouais, disait que vous travailliez, quand vous la dirigiez, vous travailliez vraiment dans l'instant. Hum. Et donc c'est aussi un petit peu la manière dont vous fonctionnez, non seulement pour la mise en scène, mais aussi pour l'écriture. Je crois qu'il y a 2 sortes finalement déjà d'écrivains. Parce que bon, moi c'est comme ça que je fonctionne, mais c'est vrai qu'il y a 2 sortes. Ceux qui sont du domaine du jailli, qui donc n'ont pas d'angoisse devant la page blanche, mais bon, ça va comme ça s'arrête. Et le lendemain, peut-être qu'il n'y a pas de flux. Moi, des fois, je me force jamais quand je suis devant un trou vide, devant. J'essaie pas d'écrire quand en fait j'y arrive pas. Ouf, surtout je m'arrête. Surtout je m'arrête, surtout je pense à autre chose, surtout je culpabilise pas. Et après je relis, ça peut être un jour, 2 jours après, je relis la dernière page et ça s'enchaîne. Ou les dernières phrases et ça s'enchaîne. Et je peux encore écrire 10 pages comme ça. Et d'autres qui ont besoin de construire. Ouais. De construire très précisément. Bon, moi je fustige ce mode de pensée parce que tout simplement ça n'est pas le mien. Donc je le fustige, mais j'ai tort. Les deux sont magnifiques, mais l'un est peut-être plus la manière d'un poète finalement. L'autre est peut-être plus la manière. D'un architecte. Oui, voilà. Ouais. Et est-ce que c'est justement cette façon de créer avec l'instinct de l'instant qui fait que vous n'épuisez jamais le même sujet? Parce qu'on dit que vous revenez souvent sur la même thématique, mais c'est toujours différent. Moi j'adore, je trouve que le serial, c'est-à-dire regarder les peintres, il y a des séries, et pourtant rien n'est pareil parce que c'est toujours le même et ça se décline. Et nous-mêmes on est des hommes à l'infini, on est des milliards. Mhm. Tous sont des hommes, tous sont pareils, aucun n'est le même. Oui. Ce qui est Même, important, c'est le détail. même soi, on est Le à détail une qui seconde, change. Oui, moi on n'est j'adore pas les pareil. autoportraits de Rembrandt. Bon, il s'est toujours peint à tous les âges de sa vie d'une manière impitoyable. Mm. Je trouve ça magnifique. Moi, je considère que je fais des autoportraits de Rembrandt avec mes films. Qu'est-ce que vous aimez dans les autoportraits de Rembrandt? Bon, d'abord, c'est un très très grand peintre, évidemment. C'est un très bel homme. Et bon, au fur et à mesure qu'il a vieilli et tout, il s'est peint d'une manière impitoyable. Impitoyable, avec une espèce de violence et de méchanceté sur lui-même, sur sa destruction, sur la destruction de l'âge. Il est magnifique.
Est-ce que vous considérez que vous peignez aussi de manière impitoyable dans vos films? Ah, moi, je suis impitoyable. Pour ça, quand on dit que je suis dure, des fois, c'est qu'on me reproche. Moi, je ne me considère pas dure parce que je suis tellement plus dure avec moi-même qu'avec mes acteurs, par exemple. Tellement plus dure que je suis très gentille avec les autres. Ouais. En comparaison. Vous disiez tout à l'heure dans la conversation que, je pense que c'était dans le film d'ailleurs, que vous aviez besoin de filmer c'est pas la laideur que vous avez dit, je pense que c'était les choses qui provoquent le dégoût. Parce que justement, vous trouviez que le monde est... Comment? Entre la beauté et le dégoût, la laideur, il y a un mouvement. Le cinéma, c'est quand même... Le mouvement, c'est l'émotion. L'émotion, elle vous soulève. La peur, elle vous terrasse. Vous voyez bien que les émotions, il y a du mouvement dans les émotions. Et qu'est-ce que c'est que le cinéma si ce n'est l'art de l'émotion? Dans l'émotion, il y a le mot émotion. Oui, et d'ailleurs, la beauté et la laideur ne se définissent que par rapport à l'émotion qu'elles peuvent provoquer. On dit que quelque chose est beau parce que... Parce que aussi, bon, peut-être qu'il y a une beauté qui est un canon de beauté, comme on dit, donc le maître étalon de la beauté. Mais non, regardez la beauté comme elle change. Les femmes, les aristocrates et tout, il fallait qu'elles aient des nez assez longs, de toutes petites bouches, la peau absolument pâle. Et puis bon, Sophia Loren, qui est une actrice sublime, moi je me souviens très bien, puisque moi je suis beaucoup plus vieille que quand elle est arrivée avec cette énorme bouche, elle était considérée comme vulgaire. C'était pas aristocratique. Bon, maintenant, toutes les filles qui ont des bouches sublimes et toutes petites, il faut qu'elles se les fassent très grosses. Ouais, la beauté... La beauté, maintenant, il est considéré que... Il n'y a pas si longtemps, il ne fallait pas avoir de poitrine. Maintenant, il faut en avoir. Alors, il n'y a pas si longtemps, les filles qui avaient une grosse poitrine, à mon époque, la fille de 36 fillettes s'est critique parce qu'elle avait une trop grosse poitrine. C'est pas la mode. Elle aurait été belle si elle n'avait pas une poitrine, si elle se l'était coupée. C'est comme ça, c'était pas la mode. La beauté, il y a aussi un critère de mode, d'esthétique. L'esthétique, c'est une mode, et cette esthétique et cette mode, on en fait aussi une morale. Très important, ce qu'on appelle la beauté par rapport à la morale. Et donc aux règles religieuses. Ce qu'on décrète qui est beau, mais qui est la beauté du diable, il faut le cacher, et ça devient évidemment extrêmement tentant. Finalement, on regarde, on arrive à rendre des cheveux obscènes. Il suffit d'y mettre un voile comme une culotte pour les cacher parce qu'ils sont obscènes. Oui, et d'ailleurs la beauté, quel est le rapport entre la beauté et la séduction? Parce que vous parliez aussi tout à l'heure de la séduction, vous disiez qu'une femme, une fille, quand elle se rend compte qu'elle séduit un homme, après elle rentre dans une forme de bêtise. Et parce qu'elle rentre dans le stratagème et la stratégie de la séduction. Et aussi dans la peur de la perte. Je veux dire, on est une jeune fille, tout d'un coup, on sent, on ne sait pas qui on est quand on est une jeune fille, on est un être en transformation. On sort de sa chrysalide. Jusqu'alors, on n'était rien au regard des autres qu'une enfant. Et en plus, à l'âge ingrat, c'est pire qu'une enfant, c'est une enfant pas jolie. On se transforme, on ne sait plus qui on est, on ne sait pas qui on va être, surtout pas comme ses parents, surtout pas un adulte. Pas non plus une petite fille, c'est fini. Il y a un no man's land. Et dans ce no man's land, c'est le regard de quelqu'un qu'on séduit qui vous donne grâce. Donc tout d'un coup, on acquiert la grâce, parce que moi je pense que le regard transfigure. C'est pour ça qu'on vous regarde mal, on est malheureux, on se rétrécit, on devient laid. On vous regarde bien, on respire. Malheureusement, on a peur de ne plus resplendir. Donc cette peur de la perte fait que tout d'un coup, il faut faire des stratégies pour être sûr de conserver. On a peur, et c'est là qu'on devient bête, et c'est là qu'on devient pas joli,
Ouais. Est-ce que c'est valable aussi pour vos comédiennes, ça? Est-ce qu'elles essayent à un moment d'exercer une séduction sur vous? C'était valable. La lumière est bien de l'intérieur. Non, je déteste qu'on exerce une séduction Oui, sur mais moi. comment vous faites pour contrer ça, justement? Est-ce que vous Non, elles manipulez essaient vos de par- comédiennes pour qu'elles restent dans une sorte de Non, non, je spontanéité? manipule pas mes comédiennes. Je les... Non, je Vous les les sculptez? manipule pas. Oui, bon, je les manipule quand je dis les sculpte, donc ça c'est un terme très Physique? trivial, je dirais physique. Mm. Sinon, je les manipule pas. Je les investis parce qu'elles sont moi. On dit qu'elles m'appartiennent, c'est une possession, mais pas une possession de maître. Une possession parce que j'ai l'impression, quand je dis que dans Anatomie, je suis Rocco, dans Une vieille maîtresse, je suis Rino Marini. Bon, ben, évidemment que dans À ma sœur, je suis les deux sœurs, bien évidemment. Et l'une et l'autre. Pourquoi bien évidemment? Parce que déjà j'ai une sœur, la scène des deux sœurs devant la glace, c'est vrai, ma sœur, à la fois, elle est vraiment pas moi et elle est moi. Quand la petite Roxane parle d'un regard d'appartenance, eh ben oui, ma sœur, quand je la regarde, ce regard m'appartient. C'est pas son regard, c'est le mien. Et je sais que son regard prend le mien et que du coup le mien n'est pas le mien mais le sien. C'est ça, deux sœurs. Mm. Et ça donne quelque chose d'à la fois très 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 intime et presque antagoniste parce que c'est comme un animal qui se mange lui-même. Les sœurs, ça s'entre. Et peut-être que le rapport avec l'acteur ou l'actrice et le metteur en scène, c'est ça. Ça s'appelle pas de la manipulation, ça s'appelle que l'un pénètre l'autre et vice-versa. Mhm. D'une manière immatérielle, mais justement, Oui, ça va dans les deux sens. oui, comme les chirurgiens aux mains nues, j'en sais rien. Mhm. Ouais. Et quel est le film que... Est-ce que vous revoyez vos films et est-ce qu'il y en a un dont vous êtes particulièrement satisfaite? Mais vous savez, je revois souvent mes films quand ils sont dans une salle et dans un pays, parce que si le regard transfigure une personne, il transfigure un film. Selon les salles, on se dit, ah mais là, mais c'est trop long, mais là j'aurais dû faire ça, mais là, d'autres, il y a des pays qui n'ont pas du tout ma culture, où je vois que mon film est compris. En France, les films sont assez rarement compris par une salle entière. Donc oui, c'est très important de voir, parce que le regard du spectateur, l'atmosphère d'une salle transfigure le film. Et puis c'est important de voir ces films pour voir comment ils passent avec le temps, pour voir si ça reste des films ou ça devient, ou s'il y a des côtés qui deviennent désuets, démodés.